quand Angélique m'a proposé de venir et de faire une présentation, je n'ai pas pu refuser. J'ai accepté même avec plaisir. Et puis ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Je ne suis pas historien. Je lis, j'ai mon ami Moutafian qui est là et qui est venu pour nous écouter. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter? Or, Angélique est comme moi ancienne de Gaz de France. Et donc, j'ai pensé que ça pouvait être un guet-apens pour vous tous que de parler du gaz. Parce que, en fait, la crise actuelle que nous vivons est une crise géopolitique, tout le monde le sait. C'est aussi une crise gazière. Et on ne sait pas laquelle des deux crises domine l'autre. En tous les cas, les deux crises se font à courte échelle. Et donc, je me suis dit, bon, on parle de crise, mais comment raccorder avec l'Arménie? Eh bien, vous allez voir, c'est tout simple. La crise gazière européenne, qui est née de la guerre en Ukraine, va jusqu'en Arménie. Et donc, c'est une présentation qui est un peu à l'écart des présentations classiques dans ce genre de réunion, que c'est à ce genre une présentation un peu à l'écart que je vous invite aujourd'hui. Alors, j'ai un certain nombre de slides. Je passerai rapidement sur certains d'entre elles parce que le temps est limité. Alors, voici, il a fallu trouver un titre et je n'ai pas trouvé mieux que de parler des valeurs de l'Union européenne et de montrer comment en Azerbaïdjan, ces valeurs sont piétinées par les responsables de l'Union européenne et montrer la cause de tout cela, c'est que l'Europe n'a pas eu de stratégie d'approvisionnement en gaz. Alors on est très loin de toutes les présentations classiques, mais je vous invite, allons-y. Alors, je vais essayer de trouver... Ça marche. Donc ça, c'est l'introduction. Je passe rapidement pour vous dire simplement ceci. C'est que, bon, aujourd'hui, en Arménie, on a un vrai problème de risque existentiel et que, en fait, l'origine de cela vient du Nord Stream 2. On va en parler. Nord Stream 2, qui est un gazoduc, on va en parler. Et ensuite, cette crise montre les carences de l'Union européenne, les carences de son marché unique, qui est un marché artificiel, on y reviendra. Les dirigeants européens, ils font de la com, ils s'agitent. Et puis Ursula von der Leyen, qui, elle, est allée jusqu'en Azerbaïdjan pour dire son amour à Imam Aliyev. Et nous en parlerons aussi. Et je vous propose 3 points. Tout d'abord, l'approvisionnement en gaz de l'Europe, de vecteurs de paix à armes de guerre, puis le gaz en Azerbaïdjan, et enfin, l'Azerbaïdjan parmi les pires des pires pays pour le respect des droits de l'homme et des libertés. Alors ce dernier point est complètement à l'écart de ce que je fais d'habitude, mais pour rédiger ces slides, je me suis dit quand même, il faut sortir du gaz, il faut aller à la réalité, et la réalité, c'est bien vrai que l'Azerbaïdjan est noté par les agences occidentales de cette manière-là, le pire des pires pays pour le respect des droits humains. Alors, de vecteurs de paix à armes de guerre. Le gaz a été un vecteur de paix en Europe pendant 30 ans. Alors, très rapidement, le développement du gaz international du gaz s'est fait par gazoduc, tout d'abord, on connaît tous, puis par la chaîne de liquéfaction, puis par canalisation sous-marine. C'était l'évolution technique. Et la clé de voûte de tout cela, ça a été le contrat d'achat et de vente à long terme avec ce qui est la clé vraiment de ces contrats, qui est la clause de take or pay. Je n'insiste pas dessus. S'il y a des questions tout à l'heure, je répondrai. Et puis, les prix étaient les prix
indexé sur les produits pétroliers des marchés qui s'ouvraient au gaz. Et donc, regardez, non, pardon. Ici, c'est le réseau en 1970. Et là, c'est le réseau en l'an 2000. Dans ces 30 ans, ces réseaux se sont développés. Et vous voyez tous les gaz qui viennent de Norvège, de la mer du Nord, et puis tous les gaz qui viennent de la Russie, de l'URSS, puis Russie, et puis le gaz d'Algérie, plus les terminaux méthaniers. Et puis en l'an 2000, donc c'était facile, la vie était simple, les monopoles parlaient aux monopoles. Il y avait un monopole en France, il y avait en Algérie, la Sonatrach, c'était le monopole d'exportation, en Russie, c'était Gazprom, et en Norvège, il y avait des partenariats, mais à chaque fois, le Statoil, qui était la société norvégienne, était majoritaire dans les relations. Donc, c'était un monde simple. Et puis en l'an 2000, les marchés se sont ouverts. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu intégrer l'Europe, le marché unique. On a parlé du marché unique. Et déjà en 1990, on nous avait averti 10 ans pour se préparer. Et donc, par exemple, Gaz de France devait se préparer. J'étais directeur international de Gaz de France en 1990. Et donc, on s'est préparé. Alors, à cette ouverture des marchés, les grandes structures intégrées ont été coupées. Et il a fallu séparer les infrastructures de la commercialisation. Ceci s'est fait. Ceci s'est fait avec tant bien que mal. Et finalement, l'on a sacrifié au modèle américain qui était véhiculé à l'époque par une société qui s'appelait Enron. Enron est une société qui s'est répandue dans le monde en disant, vous voyez bien, le moderne, c'est ça, c'est les marchés. Et bon, Enron est mort. D'ailleurs, son président a été trouvé assassiné dans sa voiture. Le directeur général a fini dans un bistrot complètement déglingué. Et Enron a disparu, mais nous avons hérité des marchés. Et c'est à ce moment-là que le marché du gaz et de l'électricité se sont financiarisés. Un seul problème, c'est que, donc il y a eu des marchés qui sont créés, c'est le TTF aux Pays-Bas qui est la référence européenne, c'est que la sécurité d'approvisionnement est passée à l'as. Et l'Europe, l'Union européenne, a confié au marché la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire que quand les prix montent, vous avez votre gaz, et puis pour avoir votre gaz, il faut payer le plus cher possible. Et c'est ce problème-là que nous avons vécu au cours de l'année qui vient de se passer. En 91, donc, en 90, on nous dit libération des marchés pour l'année 2000. En 91, c'est la dislocation de l'Union soviétique. En décembre 1994, l'Ukraine a été obligée de transférer ses armes nucléaires, les armes nucléaires installées sur son territoire, à la Russie. Et ceci sous la pression même des Américains, de tout le monde. Ils l'ont fait de mauvaise grâce. Et au même moment, nous, les gaziers, nous sommes dit, tiens, le monde a changé complètement. Pour sécuriser l'approvisionnement de l'Europe, l'Allemagne, le gazier allemand, Gaz de France, le gazier autrichien, nous sommes allés en Ukraine pour dire apportez votre réseau principal de transit dans une société commune, on y mettra aussi les Russes, et puis comme ça, on aura la paix ensemble. Vivons ensemble comme ça. Eh bien, les Ukrainiens, je suis allé à Kiev 2 fois pour des réunions. Et les gens de mon équipe, ils sont allés aussi plus que moi. La sanction est tombée, la sentence est tombée. Eh bien, c'est que l'Ukraine voulait conserver l'arme du gaz, parce qu'avec les transits, elle tenait à la fois le producteur russe et les consommateurs européens, voulaient conserver l'arme du gaz, ayant
donner l'arme nucléaire, il lui fallait une arme. Et voilà. Et à ce moment-là, Gazprom, le russe, s'est dit, ben, je suis en risque. Et donc, ils ont fait très rapidement, ils ont compris très rapidement ce qu'est la gestion de portefeuille. La gestion de portefeuille, c'est la diversification des risques. Donc, ils avaient un seul chemin d'accès, c'était l'Ukraine. Ils se sont dit, il me faut d'autres chemins. D'où, tout de suite, en 1998, le Yamal Europe, à travers la Bélarus et puis la Pologne. Et ceci s'est passé très gentiment. La Pologne n'a pas pleuré sur l'Ukraine d'avoir récupéré certaines quantités de gaz. Et puis, ensuite, on arrive donc en 2020, en 2000, et de 2000 en 2020, la Russie, en partenariat avec des entreprises occidentales, en partenariat chaque fois avec des entreprises occidentales, a posé 3 gazoducs sous-marins, le Blue Stream, le Nord Stream 1, le Turk Stream, et un gazoduc sous-marin a commencé à être construit en 2018 et était en attente de mise en service en 2021, fin 2021, c'est le Nord Stream 2, et c'est de là qu'est née toute la guerre. Et puis au total, donc tous ces gazoducs sont 7120 km de grands gazoducs sous-marins par des fonds allant jusqu'à 2000 mètres de profondeur, auxquels s'ajoutent bien sûr les gazoducs à terre. 7120 km, c'est Paris-New York aller-retour, en avion, pas en passant par les fosses. Donc ce sont des investissements colossaux. Alors voilà, très rapidement. Le premier de ces gazoducs, c'est le Blue Stream. Alors le Blue Stream, c'est celui-ci. Alors la mer Noire, c'est une casserole. Autrement dit, ça descend tout de suite à 2000 mètres. Après, vous avez 300 ou 400 km, ou bien 1000 km si c'est dans l'autre sens. Et après, vous remontez verticalement. Et construire dans ces conditions, les Russes étaient incapables de le faire. Ce sont les Italiens de l'ENI qui ont fait ça. Et ils étaient jusqu'à encore pas longtemps partenaires à 50% dans ce gazoduc. Alors, je vous dis un mot là-dessus parce que ça a été la première rencontre entre Erdogan et Poutine. Et quand on parle de politique, il faut bien voir que les grands politiciens se rencontrent à des occasions particulières, et ces deux-là se sont rencontrés pour le gaz. En fait, Erdogan venait d'être Premier ministre, et Poutine était déjà en place, et le prédécesseur d'Erdogan avait conclu avec la Russie le fameux Blue Stream. Et quand Erdogan est arrivé au pouvoir, il a dit « mais non, mais le prix est trop cher ». Ils ont refusé d'ouvrir les vannes. Donc pendant plusieurs mois, le tuyau était construit et il n'y a pas de gaz. Et à la fin, ils ont négocié, ils ont trouvé une solution. Ça a été la première rencontre entre ces deux personnages, et depuis 20 ans, ils ont joué soit papa et maman, soit je t'aime moi non plus. Ensuite, il y a eu le Nord Stream 1, donc c'est celui-là. Nord Stream 1, c'est très simple, ça part de Saint-Pétersbourg pratiquement, et ça va directement au nord de l'Allemagne. Ce sont 2 gazoducs, ces gazoducs sont de diamètre 1,20 m, donc c'est comme ça, 1,20 m. Et puis c'est 3 cm d'épaisseur d'acier, et au-dessus vous avez ça de béton. Et c'est posé au fond de la mer. On va en parler un peu tout à l'heure, vous allez voir. Et 55 milliards de mètres cubes par an de capacité, comparé à la France qui fait 41 milliards de mètres cubes. Autrement dit, ces gazoducs-là sont plus importants en capacité que la consommation française. Mais ils ne viennent pas en France, ils vont en Allemagne. Ensuite, alors, il s'est passé un problème. Entre ces deux dates, il y a eu la Crimée, 2014. Alors,
Avant la Crimée, il était question d'un gazoduc qui partirait donc de Russie et qui arriverait, qui arriverait ici, en Bulgarie. Disons que c'est la Bulgarie ici, qui faisait ça, qui s'appelait le South Stream. L'Union européenne, à cause de la Crimée, la question de Crimée, a refusé l'atterrage de ce South Stream en Bulgarie. Et donc, en 2014, fin 2014, Erdogan et Poutine se disent c'est très simple, on va amener le gazoduc, non pas en Union européenne, mais on va l'amener en Turquie. Et donc, ils ont lancé le projet qui est celui-ci, qui est le Turk Stream. Et là, c'est la Turquie. Ça, c'est 2014. L'annonce a été faite. 2016, il y a eu la question de l'avion russe descendu par les Turcs en Syrie, disons. Là, ça a jeté un froid. Donc le projet a été mis en stand-by. Et puis après, les 2 ans sont passés, ils se sont rabibochés. Et finalement, le projet a été relancé. Et en 2020, le Turk Stream a été mis en service. Et donc, il dessert à la fois Istanbul et puis le sud de l'Europe. Et enfin, en 2018, avait commencé la construction du Nord Stream 2, et en septembre 2021, il était disponible pour les flux de gaz. Il fallait la certification des autorités allemandes pour cela, et le problème est que la certification a été suspendue le 21 février 2022 par les autorités allemandes, et maintenant on va voir comment ça s'est passé. Alors, cette slide, c'est Nord Stream 2, persona non grata pour les USA et pour les Verts allemands. Il y a eu 2 guerres dans la guerre, 2 guerres supplémentaires, 2 guerres gazières. Alors, d'abord, le Nord Stream 2 n'a pas été inventé comme ça. C'est un ouvrage qui coûte plus de 10 milliards d'euros, donc c'est pas quelque chose qui se fait sur un coin de table. En fait, le Nord Stream 2 est une pièce maîtresse, c'est la pièce maîtresse de l'Energiewende, c'est la transition énergétique à l'allemande, qui a été décidée par Angela Merkel, c'est-à-dire une transition énergétique qui fait la grande priorité pour les énergies renouvelables, et comme les énergies renouvelables ne sont pas présentes en permanence, eh bien, il faut assurer la continuité de fourniture, et donc ceci sera assuré par le gaz naturel. Et l'Energiewende disait non au nucléaire à cause de Fukushima, et puis sorti du charbon, et ils ont négocié avec la France qui était pro-nucléaire, ce qui s'appelle la taxonomie européenne, et qui est en fait l'art et la manière de sélectionner les projets qui seraient justiciables du financement des énergies durables, du financement durable. Autrement dit, celles qui ne remettent pas en cause la question des questions écologiques. Alors, ça, c'était l'Energiewende à la Merkel, qui a été mis en place aux années 2012, 11, 12, 13, et Nord Stream 2 le concept de Nord Stream 2 a été conçu et décidé à ce moment-là. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Ça, c'est une courbe de prix. Je voudrais juste vous focaliser là-dessus. Là-dessus, c'est que les prix de marché en Europe sont descendus parce que les Russes fournissaient du gaz à l'Europe en quantité abondante, sont descendus au prix du gaz américain. Et le gaz naturel liquéfié américain ne trouvait plus preneur sur le marché. Et surtout, les projets de liquéfaction ont été différés les uns après les autres. Et ceci, c'était l'arrêt de l'expansion des exportations de gaz naturel liquéfié américain. Or, juste une parenthèse, le gaz naturel exporté par les États-Unis
c'est ce qu'on appelle du gaz de schiste. Or, en Europe, vous avez toujours tous entendu parler, je pense, que le gaz de schiste est banni. Je vais dire c'est caca, mais c'est un peu ça. Et donc, en Europe, on ne veut pas exploiter les gisements de gaz de schiste que nous avons, qui existent, mais on va chercher le gaz de schiste aux États-Unis. En plus, on le met sur des bateaux, on le liquéfie, on le met sur les bateaux. J'ajoute que sur l'intervalle qu'il y a entre la production de gaz sur le champ et la gazification sur le réseau, c'est-à-dire entre le producteur initial et celui qui importe le gaz pour son réseau, la chaîne de liquéfaction émet 5 fois plus de gaz à effet de serre que la chaîne gazière par gazoduc. Donc on a une option de GNL, du gaz liquéfié, qui est, je dirais, contraire au principe de base des écologistes. Mais c'est comme ça. Alors, ensuite, les prix du gaz ont monté ici, en Europe, alors que là, les États-Unis sont restés ce qu'ils étaient, tout simplement parce qu'en 2021, Gazprom, confiant dans le fait que Nord Stream 2 serait mis en service, n'a pas stocké de gaz en Allemagne. Il faut savoir que, contrairement à la France, l'Allemagne a ouvert ses stockages et chacun a ses stockages et fait ce qu'il veut de ses stockages. En France, c'est pas comme ça. En France, il y a des stockages qui sont contrôlés plus ou moins contrôlés par l'État. En tous les cas, les sociétés font très attention et il y a des consignes qui sont obligatoires de remplissage de stockage avant l'hiver. Et en Allemagne, il n'y a pas ce genre de choses. Or, tout à coup, le marché s'est rendu compte que Gazprom ne remplissait pas ses stockages. Or, Gazprom possède le tiers des stockages en Allemagne. Et ces tiers, d'ailleurs, ils ne l'ont pas volé, ils les ont construits et ils les ont échangés avec BASF. BASF, la grande société chimique allemande, a fait un argent fou avec la Russie. Alors, donc ça justifie l'augmentation de ces prix. Et puis après est venu le moment où les mouvements de troupes commençaient et ce qui a fait monter les prix du gaz. Alors, donc il y avait une guerre entre le gaz naturel liquéfié américain et le gaz russe en Europe. Il y avait une deuxième guerre, c'est la guerre des Verts allemands contre les énergies fossiles. Et ceux-ci avaient toujours bataillé contre le Nord Stream 2. Mais Angela Merkel avait dit non, c'est comme ça, et donc c'était passé. Eh bien, figurez-vous que l'arrivée sur le marché, c'est-à-dire la construction qui a commencé en 2018 du Nord Stream 2, avait été décalée jusqu'en 2018 par des actions délibérées des Verts allemands et des États-Unis, en attendant le départ de Merkel. Merkel est partie. La nouvelle majorité est une majorité avec une minorité verte, mais qui domine le système. Alors, donc, il y a d'une part le chancelier, s'appelle Olaf Scholz, et celui qui, en fait, est derrière tout ça, c'est Robert Habeck, qui est le vice-président des Verts, et qui est devenu vice-chancelier et ministre de l'économie et ministre du climat. Et on met l'économie et le climat sous le même chapeau. Je pense qu'on a voulu vraiment tuer le Nord Stream 2, parce que lui, il était vraiment contre le Nord Stream 2. Alors, voici comment se sont passés les jours qui ont entraîné l'invasion de l'Ukraine. Et ceci ne se sait pas bien, et c'est caché par la presse occidentale. D'abord, Joe Biden, tout le monde sait qu'il disait que l'invasion aurait lieu, etc., etc. Je passe là-dessus. Et personne n'y croyait, à part Joe Biden. Pourquoi ? Parce que invasion égale hors de raison. Et on va y venir. Le 4 février, les Jeux de Pékin. Bon, le 20 février, la clôture des Jeux. Et puis, il y a une visioconférence Poutine-Macron, et Macron, le président Macron, qui était à l'époque président du Conseil de l'Union européenne. Et alors est évoquée l'idée d'organiser une réunion avec Joe Biden.
Et alors les informations ont été diffusées par l'Élysée, et c'est sincère. Et d'autres présidents ne croyaient pas dans l'invasion. D'ailleurs, il a limogé le général responsable des renseignements militaires. Quelques jours après, il a été déguité. Bon. Alors, le 21 février, la Russie reconnaît l'indépendance du Donetsk et de Lugansk, qui sont deux régions dont on a tous entendu parler, et qui étaient en guerre depuis 2014 contre Kiev. Eh bien, le 22 février, M. Scholz, qui est là, annonce l'arrêt de la certification de Nord Stream 2. Et il précise, en représailles à la décision russe de reconnaissance des deux régions. Quel est le lien entre ce gazoduc et la reconnaissance des deux zones? Quel est le lien? C'était un prétexte, il fallait le prétexte. Personnellement, je suis convaincu qu'il a été poussé à cela par M. Habeck, donc le vice-chancelier, peut-être sous menace d'explosion de leur partenariat, de leur accord de gouvernement. Et je suis persuadé que ceci est l'équivalent de l'attentat de Sarajevo de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale s'organisait et il y a eu l'attentat. Eh bien, la guerre s'organisait et il y a eu cette décision des Allemands. Et le 24 février, Poutine avait compris que l'Allemagne avait rompu l'accord trentenaire du gaz entre l'Allemagne et puis la Russie. Eh bien, les Verts ont 14,8% de l'Allemagne, et voilà l'alliance dite tricolore qui dirige l'Allemagne. Et finalement, Habeck, qui est là, a déclaré tout de suite après qu'il était très content, après tout, parce que la hausse des prix du gaz allait rendre plus facile des décisions concernant les énergies renouvelables. Il oublie de dire qu'elles sont intermittentes, ces énergies, mais enfin, c'est pas grave. Et puis, finalement, il a été obligé de prolonger le nucléaire, il a été obligé de prolonger le charbon, et là, c'est la vedette que tout le monde connaît, Greta Thunberg, qui est la vedette des écolos, et qui est déménagée par la police sur la mine de Lützerath. Lützerath, c'est entre Düsseldorf et Cologne, donc c'est pas de l'autre côté en Allemagne de l'Est, c'est chez nous, je dirais. Et c'est une mine qui a une surface à ciel ouvert, qui a une surface équivalente à celle de la ville de Lyon, et qui est en expansion. Et comme Lützerath est un village qui est en train qui doit disparaître, eh bien, il y a eu des manifestations. Bon. Et puis finalement, il importe du GNL, de gaz de schiste américain, et puis il fait une inflation de 10%, il crée un fonds pour bouclier de 200 milliards pour bouclier contre le coût du gaz. Pour un ministre de l'économie, c'est champion. Pour un ministre de l'écologie, c'est champion. Je ne peux pas faire mieux. Jacques, 20 minutes il reste. Il me reste 5 minutes 20 minutes. 20 minutes Ouais. Oui, mais comme il y a le repas derrière... Et puis on a commencé après, donc... Attends, si en plus tu fais du sabotage, alors là... Bon, alors là, je vais aller vite. Pour dire une chose, c'est que les dirigeants européens jouent aux pompiers pyromanes. Ensuite, ils cherchent du gaz partout. Ils n'en trouvent pas, parce qu'il n'y en a pas, parce que tout le gaz qui est fait est vendu, parce qu'il n'y a pas de surcapacité de gaz. Et puis alors, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle discute, elle fait des textes, etc., etc. Elle invente des aides complexes pour mettre des sparadraps sur les différentes souffrances et les blessures des consommateurs. Et puis alors, elle est surprise de voir la loi US qui s'appelle IRA, Inflation Reduction Act, d'août 2022, qui
est je dirais, un poignard dans le dos de l'Europe. Les États-Unis ont décidé des aides publiques de 250 milliards de dollars aux industries des énergies renouvelables qui s'installeraient aux USA. Ce qui fait que l'industrialisation que l'on veut, nous, en Europe, elle va se faire aux USA, mais avec le soutien américain. Et alors? Moi, je veux bien aller plus vite, mais voilà. Bon, les dirigeants allemands paniquent et sur la côte allemande, ici, avant, vous voyez, il n'y a pas de terminal méthanier, eh bien, il y en a 3 qui ont été installés dans les meilleurs délais, on ne peut pas faire mieux. Et puis, en plus, il y en a 4 autres qui sont en projet. Les dirigeants allemands ont visité le monde entier pour trouver du gaz. Ils n'en trouvent pas, sauf à payer plus cher le gaz qui est dédié à certains pays. Et ces pays, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils sont privés du gaz qu'ils auraient utilisé pour la production du nucléaire, ils passent au charbon. Autrement dit, c'est comme si on passait au charbon en Europe, puisque le CO2 qui est émis dans l'air, il n'appartient pas à ceux qui l'émettent. Alors, juste pour vous montrer, là, c'est une usine de liquéfaction, avec des trains de liquéfaction. Ça, c'est celle d'Algérie, à Arzeu. Et ça, c'est un terminal méthanier. Vous voyez, il y a 2 bateaux qui sont... Ce sont des navires qui font 350 mètres de long. C'est pas le petit yacht. Et puis là, ce sont des cuves. Chaque cuve fait 200 000 mètres cubes quand même. Ce ne sont pas des petites cuves non plus. Il y a 2 fois plus de pays importateurs que de pays exportateurs. Il y a 2 fois plus de capacité de réception que de capacité de production de gaz naturel liquéfié. Donc, si vous voulez du gaz, il faut payer le plus cher. Je ne sais pas. Bon, là, je passe l'organisation du marché européen. Je laisse ça entre les mains des spécialistes, et pour parler surtout du sabotage du Nord Stream 2. Alors ça, c'est une vraie question, parce qu'elle ouvre une boîte de Pandore qui peut tout à fait remplacer la bombe nucléaire. Alors, du 26 au 29 septembre, des fuites sont annoncées sur les Nord Stream 2 et Nord Stream 1. Donc les 4 gazoducs dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que c'est 2 x 2, ont été touchés. Ces gazoducs sont là, et ils ont été touchés dans cette région-là, qui est autour de l'île de Bornholm, qui est danoise. Et puis, comme par hasard, vous voyez ici, c'est ce pipe. Ça, c'est le Baltic Pipe, qui est un pipe qui a été mis en service le jour en question. Autrement dit, le 27 septembre, c'est-à-dire le lendemain de la première explosion, le 27 septembre, il y avait, autrement dit, l'explosion, c'était le champagne qui accueillait la mise en service de ce Baltic Pipe. Alors, je peux vous assurer que si les Allemands n'étaient pas assurés du Nord Stream 2, ils n'auraient jamais laissé construire le Baltic Pipe. Ils auraient préempté le gaz norvégien pour eux. Mais ils étaient sûrs, donc Angela Merkel avait été tombée d'accord, et d'ailleurs l'Union européenne a subventionné le Baltic Pipe. Eh bien, là, tout à coup, les 4 gazoducs sautent. Et pour faire sauter ces gazoducs, ça n'est pas à la droguerie du coin que vous trouverez les explosifs. Eh bien, le hasard, sans doute, fait que du 7 au 12 juin, donc 2 mois ou 3 mois avant, en mer Baltique suédoise, il y a eu des exercices de l'OTAN. Et très récemment, le mystère a été entretenu sur le sujet, mais vous allez voir petit à petit, il est clair que c'est un sous-groupe de l'OTAN qui a fait ce sabotage. Et là, c'est là où je dis que c'est très dangereux, parce que, à mon avis,
les Russes copient ce que font les Américains. Ils ont copié le Kosovo, ils l'ont copié en Géorgie, ils l'ont copié en Crimée, ils l'ont copié aussi, autrement dit, vous savez, il y a la fameuse règle de l'intangibilité des frontières, et puis l'autre qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et en fait, la seconde règle s'applique après usage par la force de la première des deux règles. Le Kosovo est devenu indépendant après la frappe de l'OTAN. Et c'est pareil pour la Géorgie et c'est pareil pour la Crimée. Il y a eu la guerre, il y a eu une prise militaire, et puis après, il y a eu les votes d'indépendance. Eh bien là, si jamais la Russie se met à attaquer les gazoducs qui sont en mer du Nord et qui viennent sur l'Europe, eh bien, je pense qu'il faudra réserver du bois pour se chauffer l'hiver prochain. On ne sait pas ce qui va se passer. Bien sûr, le risque nucléaire reste encore là derrière. Mais là, sans aller au nucléaire, on a de quoi faire. Alors, on va venir... Là, je n'ai rien trouvé de mieux pour passer à la suite que de vous montrer cette carte. L'épaisseur des gazoducs reflète les quantités de gaz qui circulent. Eh bien, ici, alors, il y a ici ce qui s'appelle le TANAP, qui part d'Azerbaïdjan, qui évite l'Arménie, qui rentre en Turquie et qui vient jusqu'en Europe. Eh bien, la question est pour Madame la présidente de la commission de doubler l'épaisseur de ce tuyau. Vous voyez l'épaisseur des tuyaux. Est-ce que ça améliore la sécurité d'approvisionnement? Je ne pense pas, mais on va voir. Alors pour ça, il faut un petit coup de projecteur sur le gaz en Azerbaïdjan. Et puis un petit coup de projecteur sur le partenariat dit oriental de l'Union européenne. Alors, rapidement, 1991, chute de l'Union soviétique, et bien c'est en 2018, donc après quand même plusieurs années, que les pays riverains de la mer Caspienne se sont mis d'accord pour le partage qui est indiqué sur cette carte, à savoir chacun prend ce qui est à mi-distance de l'autre côte, de l'autre côte. Juste au passage, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris, la cathédrale apostolique arménienne, a été financée par un producteur de pétrole en Azerbaïdjan dans les années 1880, si je me souviens bien. Et donc, il s'appelait Mantashians. Et puis, comme il a fait fortune là-bas, se dit en passant, et l'Azerbaïdjan, à l'époque, était considéré comme un pays où il faisait mal de vivre parce que la terre sentait le pétrole, quoi. Et donc, c'était un environnement qui n'était pas agréable. Bon, mais en tous les cas, il a fait des riches. Et en 2006, le pétrole a commencé à couler de l'Azerbaïdjan vers la Turquie en contournant l'Arménie. Et le principal opérateur occidental, c'est British Petroleum. BP maintenant. Voilà la carte. Et les réserves de gaz sont essentiellement situées à Shah Deniz. Shah Deniz, c'est un gisement de 1 milliard de mètres cubes à 70 km de la côte. Et donc, Shah Deniz 1 est en service, Shah Deniz 2 est en développement et sera développé en 2027. Et donc, d'ici là, il y a... la production ne peut pas augmenter. Et l'Europe reçoit 10 milliards de mètres cubes du gaz de Shah Deniz 1,
dont 2 vont à la Grèce et la Bulgarie, et puis 8 vont en Italie. Ah, j'ai oublié de dire que Lukoil, qui est une société russe, comme son nom l'indique, Lukoil est actionnaire à 25% du champ de Chardénis. C'est entre parenthèses. Et puis que l'Azerbaïdjan importe quand même de 3 à 5 milliards de mètres cubes de gaz pour ses propres besoins. Enfin, après, c'est le bilan gazier qui joue. Alors, ont été mis en place d'abord ce gazoduc, puis le TANAP, puis le TAP. Et au total, c'est 3500 km de canalisation. Alors, Ursula von der Leyen, alors c'est un médecin de formation, un docteur, est allée à Bakou et a signé avec Ilham Aliyev un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie. Alors là, il y avait toute la presse, bien sûr, et elle déclare ceci, je l'ai écrit, hein, ça mérite d'être lu. L'Union européenne a décidé de se diversifier hors de la Russie, alors jusque-là, je comprends, et de se tourner vers des partenaires plus fiables et dignes de confiance comme l'Azerbaïdjan, qualifié de partenaire crucial, non seulement pour notre sécurité d'approvisionnement, mais aussi dans nos efforts pour devenir climatiquement neutre. Et elle insiste sur doubler à 20 milliards l'approvisionnement de gaz azéri, d'autre part, accéder à l'énorme potentiel d'Azerbaïdjan dans l'éolien offshore et l'hydrogène vert. Alors, bon. Et puis, enfin, on ne veut pas faire d'éoliennes chez nous, on en fait là-bas en Azerbaïdjan pour transporter, on verra bien. Et puis enfin, il y a, bien sûr, il faut dire quelque chose, donc il faut que l'Azerbaïdjan s'engage à réduire ses gaz à effet de serre. Et puis, alors, ce qui est très important, elle annonce aussi élargir le partenariat économique existant, approfondir les liens, rapprocher nos peuples, nos sociétés, vas-y, et établir des liens avec l'Asie centrale et au-delà. Et là, c'est le point important. Il s'agit d'encercler la Russie. C'est ça la raison. Alors, quant au... bien sûr, rien n'est dit sur les tensions avec l'Arménie, la crise humanitaire du Haut-Karabakh, les valeurs morales de l'Union européenne sont ignorées complètement, et puis, bon, j'ai écrit, je crois que c'est bien, parce que le commissaire de la DG NIR avait, en décembre 2020, déclaré pour l'Azerbaïdjan les défis à relever en matière de démocratie, d'état de droit et de droits de l'homme et de libertés fondamentales, en particulier la liberté d'expression et d'association et la liberté des médias en Azerbaïdjan. Donc ça, c'est en 2020, 18 décembre 2020. Eh bien, moins de 2 ans après, elle va là-bas et elle dit « Vous êtes mon ami préféré ». Bon, aussitôt, ça se passe en juillet, eh bien, le 13 septembre, l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie, ça a été dit tout à l'heure. De son côté, Volodymyr Zelensky ressuscite le souvenir de l'imam Shamil et invite à un ralliement progressif des peuples autochtones de Russie à la cause ukrainienne au nom d'une expérience partagée de l'oppression russe. Alors, allez voir un peu ce qui s'est passé avec l'imam Shamil. Vous verrez qu'il n'a pas été si maltraité en Ukraine que ce qui est dit là, mais c'est vrai qu'il a fait la guerre contre la Russie. Et puis bon, tout ceci, c'est une tentative pour donner une dimension religieuse à la guerre et créer des perturbations sur le front caucasien. Et ceci, ça marche toujours pas. Ah, ça y est. Ah non. Non. C'est ça? C'est la suivante. Tu peux revenir à la précédente? Ouais. Non, celle-là, c'est bon, c'est bon. Alors, Ursula von der Leyen, elle ne considère pas toutes ces critiques des milieux politiques et de presse, y compris CSI France et le Parlement européen, etc. Et donc, elle continue droit, et voilà le projet qui est proposé, et ceci a été signé sous sa présidence, c'est donc de produire
l'électricité ici est de transporter sous la mer Noire par un câble qui est estimé à 2,5 milliards d'euros. Ça, je peux vous dire que ça, c'est vraiment bon marché. Il faut le prendre tout de suite si on vous l'offre à ce prix-là. Et ce projet, à mon avis, n'a aucun sens économique, mais il fait chouette dans le paysage. On n'arrive pas à construire des éoliennes chez nous, même offshore, et on va aller là-bas pour construire. Et là, ça ne marche pas. Alors, cette relation s'inscrit dans la politique de voisinage avec les pays du Sud-Caucase. Cette politique de voisinage a été lancée en 2009. Il y a ce qui s'appelle le Eastern Partnership, EAP. Si vous allez sur Internet, vous mettez EAP, vous verrez, ça apparaît, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a 6 partenaires là-dedans, dont un a quitté, parce que c'était la Biélorussie qui a quitté en juin 2021. Et les partenaires sont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Et puis, il y a eu une évolution dans les relations. Et si vous allez sur Internet, vous verrez, vous tapez ça, EAP factographe, et le nom du pays, donc peut-être Arménie ou Azerbaïdjan, et vous avez ce qui suit. Alors ça, je vous ai donné ce qui est sur ce site pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et là, vous avez des pastilles qui ont chacune leur thème. Je passe rapidement. Si vous avez le temps et la curiosité, allez voir, c'est du Canada Dry. Il n'est pas dit là-dedans qu'il y a des tensions. C'est tout, c'est pas tout va bien, mais tout va bien aller. Donc, il y a ce qui s'appelle la Recovery Resilience Reform. C'est une nouvelle réforme qui est lancée et qui prévoit d'aller sur le long terme vers le nirvana de la démocratie. Alors là, c'est le dernier point de l'ordre. Je suis désolé, mais je suis obligé de parler de cela. L'Azerbaïdjan est parmi les pires des pires pays pour le respect des droits et des libertés. C'est pas moi qui ai écrit ça, vous allez sur Internet, vous le trouvez. Eh bien, comme je vous l'ai dit, la DGNR ne fait pas allusion aux problèmes qu'il y a sur place. Alors, le Freedom House classe l'Azerbaïdjan parmi les pires des pires, comme la Biélorussie, pour les droits politiques et puis pour les libertés civiles. Voilà. Voilà le tableau. Et à part ça, il y a l'indice de transformation de Bettelmann qui place l'Arménie avec l'Ukraine dans le premier quart des pays qui se transforment, et puis l'Azerbaïdjan se trouve dans le dernier tiers, comme la Bélarus. Autrement dit, on a des pays qui bougent et des pays qui ne bougent pas. Et là, c'est Reporters sans frontières. Reporters sans frontières place, vous cliquez sur Arménie/RSF et vous avez ces éléments. Donc l'Arménie est bien placée, la meilleure, la Géorgie, l'Ukraine vient après, la Turquie, l'Azerbaïdjan est au niveau de la Russie. 150e sur 180. Et Ursula von der Leyen, qui affirme publiquement que l'Azerbaïdjan est un partenaire très fiable, ça, je crois qu'elle a raison. En tout cas, pour museler la presse, elle a raison. Et là, c'est Transparency International. Alors, Transparency International, je vous ai mis là les notations pour 2 années, 2021 et 2022. Alors, la Géorgie s'est améliorée de 45e à 41e. L'Arménie s'est dégradée de 58e à 63 par rapport à 180 pays. Donc, on est quand même dans le premier tiers à peu près. La Turquie s'est dégradée. L'Ukraine s'est améliorée, mais enfin, elle reste quand même de l'autre côté de la moitié. Et l'Azerbaïdjan s'est dégradé. Il est passé de 128 à 157e. Et la Russie est restée stable. Alors, l'Azerbaïdjan, comme vous le savez, reste sourde aux agissements, aux différentes déclarations qui s'élèvent contre le blocus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure,
il y a ces deux principes contradictoires qui font les guerres, qui sont l'intangibilité des frontières et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et puis, l'Italie qui est le premier bénéficiaire du gaz azéri, puisqu'elle en consomme 8 milliards de mètres cubes, et ce qui passerait à 16, est allée à son tour en Azerbaïdjan pour vanter la coopération italo-azerbaïdjanaise en matière de formation militaire ainsi qu'au sein de l'OTAN. Voilà. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE, le 23 janvier, donc ça fait un mois, ont approuvé la création d'une mission civile. Ça a été dit tout à l'heure par le pasteur Léodian. Et puis, il a dit aussi que cette mission ne convient ni à l'Azerbaïdjan ni à la Russie. Les relations entre les deux pays sont très complexes. Et enfin, alors ça c'est tout frais, l'ordonnance date du 22 février 2023, le tribunal le tribunal international de La Haye a ordonné une mesure conservatoire visant à ce que la circulation soit assurée le long du corridor de Latchine. Alors voilà, je crois que l'Union européenne joue son avenir. L'Union européenne est victime de la rupture du partenariat gazier germano-russe par la nouvelle coalition allemande, dominée par les Verts, et de l'organisation doctrinale de ces marchés court terme de l'électricité et du gaz. Et alors là, je suis très triste de dire ça. Malgré toutes les guerres vécues sur son territoire, la vieille Europe, dite chrétienne, a commencé la Troisième Guerre mondiale avec l'usage du nucléaire en perspective. À ce stade, les États-Unis sont seuls bénéficiaires. Et je suis encore plus triste de dire ceci, l'humanité accélère la transition énergétique tout en accroissant sa capacité de destruction de toute vie sur Terre. Schizophrène, elle veut s'offrir le luxe de pouvoir détruire la Terre qu'elle aura rendue durablement viable. Toute l'écologie que l'on fait, c'est pour rendre la Terre viable plus longtemps. Et dans le même temps, on accroît notre capacité de destruction de la Terre. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les armes actuelles qui sont dans le cimetière des armes, je ne parle pas des personnes, des armes ukrainiennes, on base là-bas tout ce qui reste en stock de vieilles armes de la dernière guerre mondiale. Et puis on teste les nouvelles armes. Toutes celles-ci vont être remplacées par de nouvelles armes, encore plus puissantes, encore plus destructrices. Mais dans 2 générations, on fera rebelote. Et franchement, le monde entier regarde l'Europe et se dit « mais ce sont des problèmes de riches. Ces gens-là sont fous. Ils ne savent pas ce qu'est la vie sur Terre, la richesse de la vie sur Terre. » Alors, le partenariat stratégique d'Ursula von der Leyen avec Ilham Aliyev ridiculise les valeurs de l'UE. Et puis, ce qu'elle fait, en fait, c'est de la réelle-politique, quand on regarde bien. Les valeurs de l'Union européenne sont au 2e rang. C'est comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est au 2e rang. On fait la guerre d'abord et on regarde les choses après. Alors, l'année 23, nous sommes à de nombreuses incertitudes. Et il y a là-dedans, pardon, mais le gazier revient toujours à la surface, il y a aussi de nouvelles incertitudes gazières. Parce que la Turquie a découvert à 170 km de ses côtes en mer Noire un gisement de gaz qui s'appelle Sakarya et que Erdogan va ou veut mettre en service cette année pour sa gloire et pour ses élections, pour son élection.
Alors, c'est un challenge, mais 700 milliards de mètres cubes de gaz, ce n'est pas rien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 1000 milliards de mètres cubes de gaz en Azerbaïdjan. 700 000 milliards, c'est du même tonneau. Et donc, il va y avoir là un grand point d'interrogation. Et avec Poutine derrière qui va venir dire « Attends, tu vas pas venir me faire concurrence quand même ». On ne sait pas ce qui va se passer. Ensuite, il y a tout le gaz dans l'Est méditerranéen qui fait l'objet de discussions. Il y a du gaz en Israël, au Liban, en Égypte, à Chypre. Il y a du gaz. Et c'est toujours dans les palabres. Mais alors, il y a plus grave encore, c'est le tremblement de terre qui est arrivé et qui a détruit... Tu m'aides ? Voilà, moi aussi j'ai les cartes. Alors, la carte de gauche, c'est le royaume de Petite-Arménie, qui a été évoqué tout à l'heure par le pasteur Léonian. La carte de droite, en haut à droite, c'est l'épicentre, enfin c'est la carte du tremblement de terre. En bas à droite, c'est les aides arméniennes qui traversent pour la première fois depuis 30 ans la frontière entre l'Arménie et la Turquie pour venir en aide aux sinistrés. Et à gauche, c'est le trajet du gazoduc, de l'oléoduc BTC, c'est-à-dire Bakou, Tbilissi, Tchéhan, qui n'a pas été touché, semble-t-il, par le tremblement de terre, mais seulement à l'arrivée, le BP, qui est l'opérateur, a signalé force majeure pendant quelques jours, et donc il n'y a pas eu de chargement de pétrole pendant quelques jours après le tremblement de terre. Eh bien voilà, je termine ici mon exposé en vous proposant une petite histoire qui circule sur Internet. C'est Erdogan et Aliyev qui prient le bon Dieu pour détruire l'Arménie, pour qu'il détruise l'Arménie. Ils prient, une semaine se passe, 15 jours se passent. Et tout à coup, il y a le tremblement de terre. Là où on sait. Erdogan et puis Aliyev disaient au bon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ? Et le bon Dieu répond, oh, je suis désolé, j'en suis resté à la carte un peu ancienne. C'est celle de gauche. Voilà, je vous remercie.